Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. Ce soir, le continent est à l'honneur à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique célébrée ce dimanche 24 mai. Vision ouvre le débat sur l'avenir de notre continent, mais surtout sur le rôle stratégique de l'Algérie au cœur de cette dynamique continentale entre défis géopolitiques, opportunités de la ZLECAf et ambition du Made in Algeria. Comment notre pays se positionne-t-il sur l'échiquier africain? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Idir Sassi, expert en économie et finances. Monsieur Sassi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et avec plaisir. Nous avons également avec nous Monsieur Hassan Qassimi, expert en questions sécuritaires et migratoires. Monsieur Qassimi, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Non, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Qassimi. Merci pour votre disponibilité. Je tiens à en témoigner. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Saleh Daas, directeur général adjoint du groupe Condor. Monsieur Daas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous avons avec nous Toufiq Hadkhil, président du CAFLEX, cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Je tiens à rappeler que vous êtes venu exceptionnellement pour notre émission de Constantine et je tiens à vous en remercier. C'est un plaisir que d'être avec vous et je vous remercie pour l'invitation. C'est nous, Monsieur Hadkhil. Nous allons commencer avec vous, notre spécialiste en questions politiques et géopolitiques, donc Monsieur Qassimi. La Journée mondiale de l'Afrique, c'est justement un moment de réflexion sur le chemin parcouru et sur les défis à venir. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux politiques et géopolitiques auxquels est confronté notre continent aujourd'hui? D'abord, il faudrait souligner que le continent africain est un territoire qui est immense. C'est à peu près l'équivalent de 30 millions de kilomètres carrés, avec un Sahel de 10 millions de kilomètres carrés, un continent qui est au carrefour de toutes les routes maritimes, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, détroit d'Ormuz, le canal de Suez et la Méditerranée. Donc les enjeux sont importants. Et bien sûr, l'Union africaine aussi est consciente de tous ces enjeux et de toutes ces ambitions de domination de ce territoire, parce qu'il faut le dire qu'il y a des ambitions de vouloir dominer le continent africain, surtout que le continent africain est un territoire qui est vierge, qui comporte pratiquement des matières premières en quantité très abondante, et aussi des terres rares en quantité très importante, qui font que actuellement le continent africain et à la croisée des chemins. Maintenant, que faut-il faire? Les défis sont là, les menaces sont là, et bien sûr, il y a des stratégies de l'Union africaine cherchant par tous les moyens à vouloir mettre en place les assises, les infrastructures d'un développement durable à l'horizon 2063, mais parallèlement à cela, il y a des handicaps, il y a des écueils qui font qu'on ne peut pas avancer au rythme voulu, aux objectifs qui sont tracés. Et bien sûr, l'équation est là et les problématiques de sécurité et de développement durable, bien sûr, se posent bien sûr, dans toute leur violence. Très bien. Idir Sassi, on entend souvent dire ces dernières années que l'avenir de la planète se joue justement en Afrique. Quelles sont les opportunités économiques majeures que vous identifiez pour le continent africain ? Alors, d'abord, si je parle en tant qu'Africain, je dirais que, comme on dit en économie en général, nous avons l'avantage du dernier arrivé. Alors, l'avantage du dernier arrivé, c'est-à-dire que le développement auquel nous pourrions accéder, c'est celui qui a été déjà testé, développé, etc. Donc, nous pouvons, de façon rapide et moins coûteuse, accéder à un développement accéléré. Ça, c'est un fait. Partant de ce principe, les investisseurs, donc au niveau international, voient cela comme une opportunité. Ça veut dire que c'est l'endroit de l'accélération. Alors l'accélération, c'est la croissance. Oui. Donc la croissance en Afrique, elle se situe en moyenne à 4% chaque année. Et donc bien sûr, il y a des régions où c'est en dents de scie. Donc il y a des phénomènes qu'il faut stabiliser. On en reparlera après pour que ça soit périn. Mais il y a aussi la démographie, d'accord? Donc c'est un grand marché.
Mais on parle toujours de potentiel. Donc c'est toujours bien de parler de potentiel, mais je pense que, comme l'a souligné M. Qassimi, peut-être que nous sommes un petit peu dans l'après. L'après, c'est-à-dire que maintenant, c'est la valorisation de ce potentiel. Hein, il suffit de gratter le sol. Quand j'ai dû expliquer dans ce plateau, il n'y a pas longtemps, les prévisions du FMI pour l'Algérie qui sont à 370 milliards. Pourquoi? Parce qu'on a gratté le sol et c'est les mines. Ça veut dire que passer du potentiel au fait quantitatif, c'est de valoriser. Cette valorisation, il y a des mécanismes africains qui sont en train de se mettre en place et c'est beaucoup plus par rapport à donner de la lisibilité et par rapport aux risques, mais aussi par rapport aux opportunités, pour que l'Afrique devienne un continent où l'investisseur va s'intéresser de façon sereine, c'est-à-dire de façon normale, parler de la même voix et donner de la lisibilité aux investissements. Et c'est une dynamique qui est en place maintenant, et les exemples ne manquent pas, on va en parler peut-être tout à l'heure. Très bien. Monsieur Daas, que représente pour vous le marché africain, pour votre groupe? D'abord, Condor présente sur le marché national, leader sur le marché national, donc tend à aller vers des marchés internationaux, entre autres l'Afrique qui est un marché probant, donc c'est un potentiel énorme, c'est des opportunités qui sont là, nous avons saisi plein depuis déjà quelques années, depuis 2017 où on a commencé nos opérations d'export vers le continent africain. L'IATF a été aussi une occasion pour nous. Oui. Là où on a conclu et reconduit plusieurs contrats, 6 en tout en Afrique, avec des marchés nouveaux. Donc entre autres l'Égypte, qui a un passé très récent, on importait d'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter des produits vers l'Égypte pour différentes marques. Très bien. Pour les produits agricoles, M. Hadkhil, on sait qu'il y a des fruits et légumes qui commencent à se faire une réputation justement sur notre continent, au-delà de la date, bien sûr. Hein. Au-delà de la date, effectivement, on trouve. Il faut savoir qu'au niveau du marché de Dakar, la tomate, elle coûte à peu près 2000 dinars. Le kilo de tomate algérienne, là-bas sur le marché de Dakar. Et ça, c'est un premier point. Ça veut dire qu'il y a une demande très forte et leurs produits sont complémentaires aux nôtres puisqu'ils produisent des produits exotiques, des fruits et légumes exotiques, à l'image de la banane, à l'image de la mangue, à l'image de l'avocat, de la papaye. Et nous, on a des produits méditerranéens. Donc, le fait de leur envoyer, en fin de compte, nos produits, c'est une prise sur le marché puisque eux, habituellement, ils vont aller chercher leur nourriture, pas leur nourriture, leurs fruits et légumes au niveau de la Hollande, au niveau de l'Inde, au niveau de l'Afrique du Sud. Et nous, quand on a une certaine proximité et il y a un pouvoir d'achat qui est assez important dans ces zones-là, notamment je pense au Nigeria, et dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a un potentiel très très fort et il y a une demande excessivement forte. Mais toujours est-il qu'il faut s'adapter par rapport aux besoins du client. Oui. Parce que quand on prend par exemple le cas de la Mauritanie ou du Niger, nous on a l'habitude avec le double concentré de tomates qui fait un demi-kilo ou bien 200-250 grammes. Eux, c'est des petites boîtes. C'est des toutes petites boîtes qu'il leur faut. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une alimentation, en fin de compte, quotidienne. Donc, c'est une manière de se comporter. C'est une manière, en fin de compte, que ces gens-là ont de consommer. Donc, c'est à nous de nous adapter. Quand je vous prends, par exemple... Il faut avoir une bonne connaissance, justement, du marché que nous voulons cibler. Il faut connaître, premièrement, le marché et, deuxièmement, comment fonctionne la population. Parce que, je vous prends, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Il y a un historique par rapport à tout ça, c'est-à-dire que lorsque vous allez voir les personnes qui habitent dans cette zone-là, il y a une partie de la population qu'il faut aller voir et c'est eux qui vont vous ouvrir les portes. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que ils sont présents depuis plus de 100 ans dans ces zones-là et donc ils savent faire du commerce. Et vous n'avez qu'un seul interlocuteur plutôt que d'en avoir une dizaine qui vont faire tourner en rond. Voilà. Très bien, on va y arriver justement. Mais sur le plan économique toujours, il y a cette zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECAf.
Concrètement, qu'est-ce que cette zone de libre-échange continentale peut apporter aux citoyens africains à court terme, Monsieur Sessi? Alors ça apportera, ça apporte déjà, j'imagine, donc une dynamique intra-africaine. Alors dynamique, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les échanges intra-africains sont très limités pour beaucoup de raisons historiques, mais surtout c'est le problème des infrastructures. L'Afrique a beaucoup besoin d'infrastructures. Nous tournons autour de 170 milliards de dollars de besoins annuels en infrastructures qu'il faut financer. Donc tout effort pour l'intégration, donc pour créer des occasions pour le commerce intra-africain est très très bienvenu. Alors pour les acteurs locaux, c'est quoi? C'est la simplification des process, donc c'est une harmonisation entre les pays. C'est donner de la compétitivité aux acteurs locaux, parce que lorsque l'Algérien va dans cette zone, il va concurrencer les Européens, les Indos, etc., parce que lui, il ne paye pas certaines taxes et droits. Donc nous sommes plus compétitifs. Mais il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que ça permet à certains mécanismes de financement africains de pouvoir agir en Afrique. Parce que le besoin en commerce, parce que c'est bien d'exporter ou d'importer en Afrique, mais nous avons besoin de liquidité pour le faire. Oui. Alors, qui va donner de la liquidité à un pays enclavé, à des acteurs, via des mécanismes étrangers? C'est difficile. Mais quand on crée des zones où les systèmes sont plus ou moins harmonisés, puisqu'il y a des garanties, des formes de garanties pour les échanges, des instruments financiers africains peuvent agir de façon directe, donner de la liquidité aux acteurs pour pouvoir faire du commerce dans cette zone. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes règles, la même lisibilité, et c'est des accords qui sont confirmés. Donc l'échange intra-africain permet aussi de garder la richesse, donc les chaînes de valeur, de garder la richesse en Afrique. La plus-value, elle va se faire ici. On parle de la tomate, nous importons la matière première pour le chocolat par exemple. Pourquoi pas ne pas la ramener du Ghana, etc. Donc c'est des chaînes. Le premier consommateur de café en Afrique, c'est l'Algérie. L'Éthiopie est deuxième producteur mondial. Pourquoi le ramener? D'ailleurs, on peut faire ce genre d'effort. J'ai vu il y a 2 jours un représentant de l'Éthiopie à Alger. Je pense qu'il y aura quelque chose dans ce sens. Donc, toute cette forme d'intégration permet de donner de la lisibilité sur les risques, parce qu'il y a une harmonisation des procédures, permet à des instruments financiers qui donnent de la liquidité, qui donnent des financements, de pouvoir se mettre en place, parce qu'on se met sur une plateforme lisible pour des institutions qui peuvent agir, et ça va très certainement directement au bénéfice des acteurs premiers, que ce soit le consommateur ou bien les opérateurs. Monsieur Qassimi, quels sont les principaux défis pour la mise en œuvre justement de cette ZLECAf, et quel est le parti que peut tirer l'Algérie justement de ce mécanisme pour diversifier ses exportations hors hydrocarbures, bien sûr? D'abord, il faut préciser que la ZLECAf est un des objectifs très importants de l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063. La ZLECAf, c'est un marché de 2500 milliards de dollars. Vous voyez que les opportunités sur le plan économique et commercial sont très fortes et très importantes. Et il y a bien sûr, il faut préciser que, j'ai entendu à plusieurs reprises dire qu'il n'y a pas d'engouement au sujet de cette ZLECAf. Mais quand on revient à la réalité des chiffres et à la réalité de la situation exacte de la ZLECAf, on s'aperçoit qu'on est dans le sens opposé. Je vais vous donner par exemple des chiffres très précis qui vous prouvent le contraire et qui vous disent qu'il y a un engouement très fort africain pour la ZLECAf. D'abord, le traité de la ZLECAf a été signé par 54 pays en Afrique. Il y a un seul pays qui ne l'a pas encore signé, c'est l'Érythrée. Il a été ratifié par 45 pays. Donc vous voyez à peu près entre signature et ratification, vous avez plus des 2/3 des pays africains qui sont pratiquement, il y a une adhésion très forte africaine au sujet de la ZLECAf. Maintenant pour la ZLECAf, les défis sont importants. D'abord, le commerce intra-africain, il ne dépasse pas les 10%. Donc il y a une stratégie actuellement de l'Union africaine consistant à mettre un terme à cette économie extravertie de l'Afrique. Je vous donne quelques petits chiffres qui sont édifiants. L'Afrique, pratiquement, vend annuellement l'équivalent de 100 milliards de matières premières et elle importe annuellement l'équivalent de 600 milliards de produits finis. Vous voyez à peu près ce déséquilibre sur le plan structurel qui est
impacte et hypothèque en même temps l'avenir et la croissance de l'Afrique. Donc les défis sont importants parce qu'il va falloir absolument harmoniser les législations, harmoniser les régimes douaniers, harmoniser les systèmes fiscaux entre pays et aussi encadrer d'une manière assez cohérente la mobilité humaine pour qu'on puisse un peu se déplacer d'un pays vers un autre. Ce n'est pas encore le marché commun comme il a existé il y a de ça une cinquantaine d'années au niveau de l'Union européenne, mais nous sommes en train de mettre en place les fondements et les bases d'une économie introvertie et de mettre en place des mécanismes, ça va demander du temps, des mécanismes de cohésion, des mécanismes de complémentarité pour qu'on puisse réaliser un peu les objectifs de cette ZLECAf. Très bien. Monsieur Daas, justement, en tant qu'opérateur économique, qui détient l'information, détient beaucoup de choses. Est-ce que ce mécanisme, justement, on a assez communiqué sur ce mécanisme pour vous, les opérateurs économiques? Vous savez vraiment de quoi il s'agit? Quels sont les avantages que vous pouvez tirer de cette zone de libre-échange? Effectivement, que ce soit pour la ZLECAf, la zone franche africaine, ou la XAL, la zone franche arabe, puisqu'on est toujours en Afrique. Aussi. Donc, c'est une finalité. D'abord, il faut parler de stratégie. Pour un opérateur économique, il faut d'abord mettre une stratégie. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de couvrir d'abord le marché national et après aller vers des marchés internationaux? Tout à fait. La logique, c'est celle-là. Ouais. Donc, pour nous, c'était stratégique. C'était d'abord de commencer par Le marché. le marché local et puis trouver des partenaires internationaux et à pouvoir créer ce qu'on appelle un hub industriel en Algérie, justement en profitant d'abord du code de l'investissement qui nous a permis de capter des partenaires, de capter des IDE, donc des investissements directs étrangers, des partenariats sous forme ou le transfert technologique, c'est très important. Aujourd'hui, si vous permettez, Condor fabrique des marques locales, donc Condor, Christor, Nardi, qui sont nos marques, mais aussi on est en partenariat avec des marques internationales, dont certaines sont destinées à 100% à l'export. Donc on fabrique chez nous pour l'export, même pas pour le marché national. Oui. Donc quand on fait des partenariats avec des marques comme Hisense, comme Whirlpool, comme Daikin, qui est numéro 1 climatisation au monde, japonais, comme Rosière, Candy, comme Beko. Donc toutes ces marques sont fabriquées en Algérie. Pour le petit électroménager, c'est tout le groupe Seb, Calor, Rwanda, Tefal. Toutes ces marques sont fabriquées en Algérie, chez Condor, et aussi pour la téléphonie mobile. Donc on a des marques aussi en sus de Condor. On a Ace, on a Realme, on a Infinix, on a Itel. Toutes ces brands sont fabriquées en Algérie pour le marché national et pour qu'elles soient exportées justement vers l'Afrique en profitant de la suppression des taxes douanières, ce qui rend la production nationale plus concurrentielle vis-à-vis des autres marques dans ces pays-là. Je vous donne un petit exemple. Jusqu'à maintenant, je disais tout à l'heure, je parlais de l'Égypte parce que c'est un très bon exemple et c'est maintenant qu'on a commencé. C'est à peine depuis le mois de septembre dernier, depuis l'IATF, qu'on a commencé nos opérations export vers l'Égypte. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à mois de septembre, on importait des produits finis et on importait aussi des intrants pour notre production. Aujourd'hui, on a inversé la ouais. Aujourd'hui, c'est nous qui exportons vers l'Égypte. Et non seulement Condor, mais toutes les autres marques. On exporte du Beko, on exporte du Hisense, on exporte du Nardi. Donc tous ces produits vont vers l'Égypte. Il y a 15 jours de cela, on était en Égypte. 100% des produits Hisense, je dis bien 100%, ne seront plus importés de Chine. Ils seront importés d'Algérie. Donc, sur un plan pour 3 ans, qui va de 100 millions de dollars par an à 300 millions de dollars au bout de 3 ans, uniquement pour cette marque, pour la marque Hisense. Donc, aujourd'hui, nous, grâce à notre rapport qualité-prix, grâce au savoir-faire que Condor a pu prendre pendant toutes ces années, ces dernières 24 ans, depuis le lancement de Condor, nous arrivons à capter des marques internationales qui viennent investir avec nous, qui mettent leur ligne de production, qui fabriquent localement et qui exportent à partir de l'Algérie. Et c'est ça notre stratégie pour aller vers des marchés internationaux et en particulier le marché africain. Très bien. Monsieur Hadkhil, pour les fruits et légumes, justement,
cette zone de libre-échange est aussi une opportunité pour vous. C'est une excellente opportunité puisque la zone de libre-échange continentale africaine va permettre déjà un abaissement des barrières douanières et des différentes taxes. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ramener un container d'Amsterdam ou de Rotterdam et de le faire descendre jusqu'à Lagos, ça coûte un bras. Nous, on a l'avantage, en fin de compte, de pouvoir l'acheminer via la route et ça va coûter beaucoup moins cher. Ça, c'est non négligeable. C'est une chose, en fin de compte, dont on doit tenir compte. Ouais. La deuxième des choses, c'est que on se comprend entre Africains. On discute entre Africains. Et la discussion entre Africains, il y a des banques qui sont établies en Afrique. Il y a des banques algériennes qui sont établies en Afrique. Donc, ça permet de voir instantanément que l'argent a été viré. Et donc, ça permet de faire fluctuer le business beaucoup plus rapidement. Monsieur le Président de la République, d'ailleurs, a dit que maintenant, en fin de compte, il va falloir travailler davantage avec l'Afrique, puisque nous sommes Africains, avant toute chose. Donc, ça va permettre... la stratégie, en fin de compte, de l'État algérien va nous permettre d'ouvrir davantage les portes de l'Afrique, à l'image du Nigeria, à l'image du Tchad, à l'image du Niger. Toutes ces grandes personnes, tous ces dirigeants-là viennent toutes les semaines en Algérie. Ils ne viennent pas juste pour prendre un thé ou pour manger un couscous. Ouais. Ils sont invités, mais ils viennent parce qu'il y a des opportunités de business. Actuellement, le Tchad là, va ramener ses containers via le port de Djenjen et on va les descendre au niveau du Tchad. Donc, il y a la route Alger-Lagos qui est en train de se faire. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se faire. Il y a, par exemple, sur le côté... On va arriver aux infrastructures, mais moi je voulais justement parler d'un autre point, si vous permettez, M. Hadkhail. vous en prie. Les crises que le monde a vécues, à commencer par la crise sanitaire, celle du Covid, et puis les crises géopolitiques que connaît le monde aujourd'hui, vous donnent raison. À un certain moment, on était presque asphyxié parce qu'on ne pouvait pas justement importer de ces pays-là, alors que si on avait des échanges avec l'Afrique, cela aurait pu nous servir un peu plus. Regardez ce qui s'est passé au niveau des pays du Golfe. Ils ont une stratégie qui était d'importer tout en matière alimentaire. Et l'Algérie a une autre stratégie, c'est de produire localement. Et avec les ingénieurs agronomes algériens, ils ont produit tout. Résultat, on n'a pas eu d'inflation au niveau des cours des produits, des fruits et légumes. Oui. Ça, c'est à noter. Ça, c'est pas. C'est-à-dire que la stratégie de l'État, elle est, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle est payante. Et maintenant, tellement que la production, en fin de compte, a donné ses fruits, entre guillemets, maintenant, on peut réfléchir à l'export. D'ailleurs, nos produits vont vers tous les 5 continents et ils sont redispatchés même en Australie, entre guillemets, qui est le pays le plus difficile en termes de conditions phytosanitaires. Et là, on a des pays qui sont encore plus puissants que certains pays européens, à l'image du Nigeria. Parce que nous, en fin de compte, notre stratégie, c'est d'axer tout sur le Nigeria. Et après, vers le Nigeria, eux, ils redispatchent. Pourquoi? Parce que vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria, vous avez l'Égypte, vous avez l'Algérie. Ce sont les Big Four de l'Afrique. Oui, du continent. C'est eux qui détiennent le vrai pouvoir économique, politique. Et donc, c'est à travers ces pays-là qu'on va faire un développement. Et d'ailleurs, on reçoit, en fin de compte, assez souvent des demandes des clients qui sont au Nigeria et qui veulent travailler avec nous. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, au Sénégal, le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est des pays pivots, mais il faut aussi connaître quelque chose, c'est que tout à l'heure, quand j'ai commencé mon introduction, j'ai parlé d'une certaine communauté, c'est la communauté libanaise. Il faut discuter avec les Libanais. Pourquoi? Parce que ça fait plus d'1 siècle qu'ils sont dans ces pays-là. Et quand vous discutez avec eux, c'est eux qui vous ouvrent toutes les portes. Nous, au début, on a commencé à discuter avec une certaine catégorie de personnes. Et ces gens-là, en fin de compte, on a perdu beaucoup d'argent. Maintenant, quand on discute avec les Libanais, vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Et il a son cousin qui est dans les différents pays. Et donc, c'est lui qui fait le dispatching. Et donc, ça nous évite tout un tas de tracasseries. Voilà. Ouais.
Très bien. Alors, Monsieur Qassimi, c'est connu, le monde des affaires a besoin d'un climat, d'un environnement stable, serein, sécurisé. Et malheureusement, notre continent continue d'être miné par certains conflits. C'est quoi? C'est une carte que jouent les grandes puissances, justement, pour ne pas permettre au continent de se développer à travers ses compétences, ses propres moyens. C'est toujours avoir la même mise sur ce continent. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai écouté une personnalité politique dont je ne citerai pas le nom, qui avait un peu expliqué l'ambition de son pays de vouloir s'implanter en Afrique. Mais les Européens sont arrivés pour le rappeler à l'ordre, pour lui dire que le continent africain est une zone d'influence européenne. Ou à peu près qu'il y a encore cette conception traditionnelle, coloniale, de considérer le continent africain comme étant toujours un gros gâteau qu'il va falloir continuer à le partager comme ils l'ont fait durant le congrès de Berlin en 1885, si j'ai une bonne mémoire. Donc, vous voyez que les enjeux sont là, sont très, très complexes. Surtout que dans un océan d'incertitude où les requins sont tout autour de nous, l'Algérie est un pays stable. Oui. Je vais vous donner également un autre exemple. Il y a un grand expert américain qui suit l'Algérie, les dossiers de l'Algérie depuis plus de 25 ans. Dernièrement, avait fait un petit article interviewé par une revue étrangère disant que l'Algérie est un océan de stabilité et de paix. Que l'Algérie n'a pas été impactée par la crise qui se développe actuellement au Moyen-Orient au niveau du détroit d'Ormuz, surtout que l'Algérie a des opportunités économiques qui sont immenses et qui peuvent rayonner sur tout le continent africain et apporter son aide et son soutien à une Europe qui est en difficulté, en crise. Donc l'Algérie est un pays sérieux, est un pays qui a honoré ses contrats, est un pays qui a pour l'avenir des ambitions très fortes, très importantes, non seulement dans le domaine pétrolier et dans le domaine gazier, mais aussi dans le domaine des matières premières et des terres rares. Nous avons 25% des terres rares du monde sont en Algérie, et cela était très très important. Et nous n'avons pas encore continué à exploiter. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, il suffit de gratter un peu la surface du territoire algérien pour trouver des trésors. Donc vous voyez, l'Algérie a des possibilités très importantes. Maintenant, si on doit revenir au défi, à la situation d'instabilité, d'insécurité qui se développe sur le continent africain, il va falloir que derrière tout cela, malgré toutes les apparences que nous sommes en train de voir, qui font un peu peur à tout le monde, il y a l'ambition de l'Union africaine de vouloir mettre en place une architecture de développement durable à l'horizon 2060. Et il y a des objectifs très importants. Des objectifs existentiels. Parce que si on rate le coche, l'Afrique, c'est fini. On va revenir au siècle passé où pratiquement tout le continent sera partagé en plusieurs morceaux. Donc, vous voyez, je pourrais peut-être continuer à développer tout ça, mais si vous me donnez tout à l'heure l'occasion, je vais essayer de revenir sur les mécanismes qui ont été mis en place en matière d'évaluation du développement africain, en matière des objectifs stratégiques qui ont été mis en place. Et là, on pourrait peut-être imaginer les contraintes et les perspectives d'évolution du continent africain. Tout à l'heure, M. Daas parlait d'un point important, des compétences justement au sein de son groupe. Monsieur Sessi, à un certain moment, parlait du pillage des ressources naturelles de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle aussi du pillage de sa matière grise, de ses compétences qui sont un peu séduites par ce qu'on leur propose ailleurs. C'est aussi un enjeu aujourd'hui? C'est un enjeu, définitivement. C'est clair que l'investissement sur le facteur humain est très important. Alors, ça d'un côté, moi après, quand je vois les occasions, si je parle en tant qu'Algérien, si je vois les interactions de l'Algérie avec l'Afrique, je pense aussi que c'est l'occasion pour l'Algérie aussi de comprendre aussi l'Afrique, parce que l'Afrique a changé. D'accord ? Oui. Certes, nous vivons dans un environnement qui est ce qui est pour tout le monde. Donc, après, les Africains, ils ont aussi leurs atouts. Alors, comment on peut renforcer les compétences, c'est-à-dire la capacité de nos acteurs économiques? Il y a plusieurs manières. Il y a des manières techniques, je pense qu'on peut le faire. Et puis actuellement, ce qui peut faire réussir ce que je vais dire par la suite, c'est que l'Afrique commence à développer des mécanismes, c'est-à-dire, je parle moi toujours du cœur du problème, mécanismes financiers africains. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souveraineté aussi.
Alors, il faut s'approprier les outils. La Chine s'est approprié les outils de l'Occident. Donc, on prend ces outils, après, on travaille avec nos propres valeurs, donc, qui est la souveraineté. Comment on va faire pour que nos opérateurs vont travailler, être compétitifs et ne pas se faire piller? D'accord? Donc, c'est aussi ce facteur souveraineté qui est très important. Alors, l'Afrique ne cherche pas que de l'aide au développement, ni de la dette brute. Ça ne sert pas à grand-chose. Nous sommes dans une autre manière de voir. Je pense que via les mécanismes financiers qui commencent à émerger en Afrique, certaines façons de financer peuvent renforcer les capacités, capital risque, fonds d'investissement. Donc ça peut renforcer les acteurs locaux parce que ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi un accompagnement puisque c'est une prise de risque aussi avec les acteurs concernés. Je ne vous apporte pas que de l'argent. D'abord, vous intégrez une plateforme, surtout que ces mécanismes financiers aujourd'hui savent parler aux investisseurs à l'étranger. Parce que c'est toujours bien de développer des discours, mais si l'investisseur qui se trouve au Japon ou ailleurs n'est pas rassuré et trouve mon discours un peu tranchant, il ne va pas venir. Donc je dois lui parler pour rassurer en termes de risque et le convaincre de venir. Une fois qu'il est avec moi, je vais aussi le convaincre d'investir d'une manière où je décide aussi avec l'opérateur pour renforcer les capacités. C'est tout cela qui peut ramener une certaine... on parlait de l'Afrexim Bank, par exemple, de la ZLECAf. Elle veut arriver à 40 milliards. C'est largement accessible. Donc c'est quelque chose qui peut se faire via ce genre de mécanisme. Si on ne s'implique pas de façon pragmatique, réelle, avec de l'argent, avec les acteurs directement, ces capacités ne vont pas se développer d'elles-mêmes ou bien elles vont être des acteurs isolés mais pas structurés. Donc ça ne servira pas sur le plan macroéconomique. Très bien. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. L'Algérie a beaucoup investi dans des projets majeurs, structurants, comme la route transsaharienne ou la dorsale fibre optique dans la voie ferrée. Il y a pas mal de lignes aériennes aussi qui ont été ouvertes. Il y a des agences de banque qui ont été ouvertes justement dans des pays africains. Ça vous aide justement pour votre business en Afrique, Monsieur Daas, sachant que vous avez un produit, bon, l'électronique, l'électroménager, c'est des produits quand même assez délicats en termes de transport et de l'après-vente justement. Vous faites comment pour assurer tout ça? La logistique est très importante. Oui. Donc aujourd'hui, notre plus grand souci, c'est celui-là, c'est la logistique. Pour notre métier, évidemment, c'est un cercle. Donc on doit importer des matières premières qui ne sont pas là, qu'on doit fabriquer et on doit exporter. Les produits électroménagers, c'est connu, c'est des produits saisonniers. Donc si on doit vendre nos climatiseurs pour l'été, il faut les fabriquer en hiver et pouvoir les exporter. Chaîne tendue. Exact. À flux tendu, on doit les exporter à temps pour être présent sur le marché. Sinon, les concurrents vont saisir l'occasion tout le gâteau. Donc, d'abord, il y a cette chaîne-là, cette chaîne logistique. Vous avez cité la voie ferrée, les lignes aériennes, le terrestre, le transport terrestre également. Pour les pays limitrophes, c'est ce qu'on fait. Pour la Tunisie, pour la Mauritanie, pour la Libye également. On exploite la voie terrestre. Mais aussi, il y a des décisions qui ont été prises par M. le Président de la République, comme la ligne maritime directe Alger, Nouakchott, Dakar, qui nous aide énormément pour faire acheminer dans des délais très courts nos marchandises pour respecter nos engagements contractuels. C'est très important. Parce qu'il faut savoir que quand on se lance sur un marché international, c'est pas comme le marché algérien. Il y a un planning d'exportation, il y a des deadlines, il y a des délais, et donc il y a des quantités. Si on n'a pas déjà cette capacité de produire, on ne peut pas répondre ou honorer nos contrats. Et c'est très important de les honorer sur la quantité, la qualité, le prix et aussi les délais de livraison, c'est très important. Et donc c'est ce qu'on fait, que ce soit avec nos partenaires étrangers qui viennent fabriquer chez nous, parce qu'eux aussi, il y a 4 ou 5 semaines de cela, on a lancé le plus grand téléviseur au monde, Hisense, un 116 pouces, qui a été lancé exclusivement à partir de l'Algérie, qui est fabriqué aujourd'hui chez Condor, en Algérie,
commercialisé sur le marché national et exporté à partir de l'Algérie. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un niveau technologique assez important pour pouvoir fabriquer localement et exporter ce type de produits qui se distinguent par rapport à tous les autres pour les marchés internationaux. En parlant des banques aussi, notre partenaire en Mauritanie est domicilié chez la banque algérienne. Ouais. Donc toutes les transactions, pour nous, on sécurise le rapatriement de nos deniers, donc Ouais. de notre argent. Il passe par le canal banque algérienne. Donc tout ça, ça nous permet, ça nous met en confiance. Ça permet des transactions plus fluides, plus rapides. Et surtout, ça permet à notre partenaire d'être bien pris en charge de l'autre côté également. Je citerai un autre exemple. Tout à l'heure, on avait parlé du système financier en Afrique de l'Ouest. J'ai été personnellement en Côte d'Ivoire en présence d'un partenaire qui est un Libanais aussi, et qui est aussi un trader, donc il exporte tout ce qui est cacao, tout ce qui est café, etc. Et qui veut se lancer dans la commercialisation des produits électroménagers. Donc il a ramené tous ses banquiers. Parmi les banquiers, il y avait une entreprise, il y avait Société Générale. À la fin de ma présentation, il a dit, voilà, vous avez trouvé un excellent partenaire. Il m'a dit, Monsieur Daas, j'ai une seule question à vous poser. J'ai dit oui, est-ce que vous êtes domicilié Société Générale? J'ai dit oui. Il m'a dit, j'aimerais bien que les transactions se fassent intrabancaires de Société Générale vers Société Générale. Vous voyez, ces rapports de confiance qui nous permettent de mettre en place des circuits bancaires sécurisés et surtout d'avoir la confiance de traiter avec nos partenaires. Oui. Alors, pour les produits que vous exportez, on parle d'exportation, Oui. mais il ne suffit pas d'exporter. Votre présence sur le continent africain, ou du moins sur les pays que vous ciblez, en termes de visibilité de vos produits, ça se passe comment? À vrai dire, tout d'abord, on est présent sur 18 pays. Aujourd'hui, nous sommes présents, Condor est présente sur 18 marchés. Nous exportons vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient et en Europe également. La toute dernière opération, c'était l'Italie pour l'Europe. Pour l'Afrique, il faut s'adapter aux besoins des marchés et aux normes des marchés. Aujourd'hui, nous avons des produits qui sont certifiés CE, qui est la norme la plus difficile. Oui. Donc, que ce soit les produits qui sont commercialisés en Algérie, exportés vers tous ces marchés, ils sont en normes internationales. Nous avons toutes les certifications nécessaires, que ce soit en système ou en process de fabrication, ou le produit lui-même, qui répond aux normes internationales. Restent un peu les normes en termes de puissance électrique, en termes de format des prises, etc. Ça, on l'adapte selon le marché. Et puis, on a des produits spécifiques qui sont demandés par certains pays. Le climatiseur, par exemple. Les pays africains sont connus par le manque d'énergie électrique, donc les baisses de tension. Aujourd'hui, nous avons un climatiseur qui fonctionne en IA, en intelligence artificielle, oui, qui est connecté, donc on peut, je dirais, faire fonctionner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Le climatiseur, par exemple, les pays africains sont connus par le manque d'énergie Oui. électrique, donc les baisses de tension. Aujourd'hui, nous avons un climatiseur qui fonctionne en IA, en intelligence artificielle, oui, qui est connecté, donc on peut, je dirais, faire fonctionner à distance et gérer la température, etc., à travers notre application sur un téléphone, un smartphone. Et surtout, c'est un climatiseur qui peut, avec 80 volts, fonctionner. Même s'il y a une baisse de tension à 80 volts, fonctionner, et qui répond à des températures qui vont de moins 15 à plus de 62 degrés. Donc, qui s'acclimatent. C'est des produits tropicaux qui s'acclimatent au climat africain. Donc, c'est ça notre... Aujourd'hui, le produit, je dirais le best-seller en export pour nous, c'est le climatiseur suivi par le réfrigérateur. C'est les produits qu'on exporte le plus vers le continent africain. Très bien. Pour les produits agricoles, c'est un peu plus délicat puisque ce sont des produits périssables, rapidement périssables. Exactement. On travaille sur deux paramètres pour les produits agricoles. Dans le domaine agricole, on a ce que l'on appelle la shelf life, c'est-à-dire que c'est la durée de vie après récolte. Et vous avez des variétés de tomates cerises qui peuvent durer jusqu'à 20 jours, en respectant en fin de compte les températures et le taux d'humidité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a tendance à envoyer la marchandise par la voie aérienne ou bien par la voie terrestre. Voilà. Et on a un opérateur économique étatique avec lequel on travaille, pour ne pas citer son nom. Ils ont une certaine expérience du domaine, donc ils savent comment transporter la marchandise, et tout en respectant en fin de compte la température et l'humidité. Et donc on arrive à obtenir nos produits sur le continent africain avec, comme je vous l'ai dit, une shelf life de 20 jours. Donc ça permet au client final d'avoir un produit frais et de pouvoir le distribuer. Mais il y a certains autres produits, comme par exemple la fraise, c'est beaucoup plus difficile. Parce que quand il fait chaud, elle vire tout de suite. Donc on essaie de trouver certains produits, comme les agrumes par exemple, qui peuvent se conserver assez longtemps. La pomme de terre, l'oignon, vous avez en fin de compte, il y a des tableaux qui vous donnent en fin de compte la durée de vie après récolte pour certaines variétés, et donc on essaie de jouer sur ça. Très bien. Alors, Monsieur Kassimi, on le sait, l'Afrique est convoitée par toutes les grandes puissances, l'Europe, la Chine, la Turquie, les États-Unis. Comment l'Algérie peut-elle se positionner justement politiquement d'abord comme un partenaire stratégique et gagner cette confiance de ses voisins? D'abord, l'Algérie s'inscrit dans le cadre d'une coopération diplomatique collective et solidaire. Donc, c'est une démarche qui donne des fruits, qui donne des résultats. Vous avez vu à peu près le balai diplomatique un peu de visite des pays africains en Algérie. Et ce n'est pas rien, c'est important, c'est indicatif
de beaucoup de choses. Je vais vous dire ce que disent les organisations internationales actuellement au sujet de l'Algérie, que c'est un pays qui est leader en Afrique en matière d'intégration économique, et deuxième point le plus important en matière de réalisation d'infrastructures régionales et continentales. Donc je vais vous donner l'exemple des 2 voies routières dans le Sahara actuellement que l'Algérie a l'intention de réaliser au Tchad. Il y a eu le ministre d'abord des Travaux publics, M. Djilaoui, qui s'est déplacé il y a ça une dizaine de jours. Puis il y a ça 2 ou 3 jours, il y a une commission technique qui s'est déplacée au Tchad pour faire évaluer un peu la situation technique, logistique, pour pouvoir réaliser un peu ce tronçon rapidement pour qu'on puisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, connecter un peu le port de Djenjen, les infrastructures portuaires algériennes, particulièrement celui de Djenjen, qui est un grand port qui peut accueillir tous les bateaux conteneurs les plus grands, avec un grand tirant d'eau. Donc une infrastructure qui est déjà sur place, qui existe, et qui peut mettre en place une véritable politique de solidarité avec les pays du Sahel. Donc pour le reste, il faut expliquer que l'Algérie ne finance pas uniquement des projets au niveau du Tchad, au niveau du Niger. Vous devez savoir que nous avons pratiquement 70% des pays de la population africaine qui n'a pas d'accès ni à l'électricité, ni à l'eau potable. Donc ce sont ces défis qui sont très importants. Il y a aussi des problématiques humanitaires qui se posent et qui sont très importantes. Ce sont ici des défis de l'Union africaine, à savoir réduire, pour ne pas dire de faire disparaître un peu ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur malheureusement, tel que la famine, la pauvreté, les maladies. Donc tout ça, ce sont des défis qui sont inscrits dans le programme de gouvernance de l'Union africaine, l'agenda à l'horizon de 2063, pour essayer de réaliser dans le cadre de plusieurs plans décennaux. Donc il y a eu le premier plan décennal qui a été déjà fait, c'est celui de 2013 à 2023, il a été fait. Il y a eu des évaluations qui ont été faites, un certain nombre d'objectifs ont été réalisés. Il faut expliquer aussi qu'il y a eu quand même un processus qui a été engagé important en matière d'intégration africaine grâce au premier plan décennal, et le deuxième plan décennal qui a été mis en place en 2023 jusqu'à l'horizon 2033 va également réaliser un certain nombre d'objectifs, et vous devez savoir que l'une des plus grandes contraintes, si vous voulez qu'on en parlera tout à l'heure, ce sont les contraintes financières pour qu'on puisse réaliser nos objectifs à l'horizon 2063. On ne vous laissera pas attendre, M. Qassimi, puisque je vais relancer M. Sassi justement sur ces contraintes financières. Le Made in Algeria a justement ses armes financières pour pouvoir être compétitif, et que lui faut-il de plus justement pour pouvoir concurrencer ces géants internationaux déjà bien implantés? Bon, à mon avis, l'Algérie, si on parle du cas spécifique de l'Algérie, l'exportation, c'est nouveau. D'accord. Et l'exportation, c'est inverser ce qu'on faisait, c'est-à-dire on importait. Donc maintenant, c'est l'inverse. J'ai plaidé personnellement, il n'y a pas très longtemps, le droit à l'erreur pour les exportateurs, parce que le président de la République parlait de la sous-facturation, etc. Et à mon avis, l'exportateur, c'est un acteur qui prend des risques. Et il peut être lui-même victime d'une escroquerie. Il va se retrouver sur des dossiers au pénal en Algérie. Bon. Donc je pense qu'il faut repenser sur le plan réglementaire ces questions-là et l'adapter avec l'ambition de l'Algérie. Et je vais aller encore plus loin. J'ai plaidé aussi, nos amis parlaient des traders. Il y a des métiers, je pense qu'il faut essayer de laisser développer ce genre de métier. Pourquoi pas une zone offshore à Alger, j'en ai rêvé, même pour les banques. Et donc que le trading s'installe aussi à Alger. On a les interlocuteurs qui vont, qui soient libanais ou autres d'ailleurs. C'est du offshore, et on peut piloter à partir d'Alger parce que nous avons la capacité financière et logistique. Et donc, pour rejoindre M. Qassimi sur un point, je pense que pour l'Afrique, les pays
Comme l'Algérie, on dit lead by example, c'est-à-dire nous faisons aussi l'effort de construire l'infrastructure, de faire tout ça. Et donc, pour la stabilité, quand on crée des intérêts communs, ça rapporte la stabilité à tous les coups. Un seul point très important, sur le plan financier, je pense que j'ai eu des expériences en tant que banquier avec la FDA, etc. Et je pense que le domaine agricole nécessite très certainement la norme, hein, donc il faut qu'on arrive à travailler sur ce genre de choses pour que ça soit exportable. Pourquoi je dis ça? Mettons en place de façon humble, comme l'ont fait d'autres puissances maintenant, comme la Chine, ce qui rassure les partenaires. Parce que nous sommes des révolutionnaires, hein, on peut défier le système économique, l'injustice, etc. Ça, c'est dans nos gènes. Mais soyons plus pragmatiques pour rassurer. Alors, c'est ce que fait l'Union africaine d'ailleurs. Donc, c'est de parler aux bailleurs de fonds de manière à ce qu'ils comprennent qu'en prenant ce risque avec nous, de nous donner une garantie institutionnelle pour faire des levées de fonds et pour faire ce genre de choses, ça veut dire que nous parlons le même langage. Et ça, dorénavant, je pense que les Africains l'ont compris. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est le mur de croissance mondiale. Donc ça veut dire que c'est elle la locomotive de la croissance mondiale. Sur le plan financier, il y a très certainement beaucoup de travail à faire. L'Algérie a choisi d'ouvrir quelques agences bancaires en Afrique. À mon avis, donc les réformes qui peuvent aider l'Algérie à faire plus, c'est aussi de faire comme on vient de le faire dans le ciment, d'investir dans des groupes africains qui existent. J'ai vu, moi, des groupes du Moyen-Orient, ailleurs, investir dans des réseaux bancaires. Il y a des réseaux bancaires en Afrique. On parle de la numérisation, etc. L'Afrique est très en avance aussi sur la finance, donc la bancarisation numérique. Et pourquoi pas accéder à ce marché pour aider donc l'Algérie à pénétrer le marché africain en investissant plutôt dans des structures existantes. Et de cette façon, nous apporterons aussi pour nous peut-être du changement et ça va faire bouger les lignes aussi en Algérie. Très bien. En attendant que cela se fasse, je me tourne vers vous, Monsieur Daas. On parlait justement de cette concurrence. Il y a des produits qui sont commercialisés en Afrique depuis des décennies. C'est devenu presque culturel chez certains consommateurs africains. Quel est le secret de votre groupe pour convaincre le consommateur africain justement d'opter pour vos produits et pas pour d'autres? À vrai dire, tout d'abord, c'est le rapport qualité-prix. C'est très important. Donc, on va avec des produits de qualité et avec des prix très attractif. Aussi, notre approche pour le marché africain va au-delà du commercial. Je vous cite un petit exemple, en citant la Côte d'Ivoire tout à l'heure. En étant là-bas pour signer le contrat de distribution, j'ai signé un contrat avec le ministre de la formation professionnelle. Et Condor, au niveau de notre académie, il faut savoir que Condor dispose d'une SPA, donc de l'académie Condor, où nous formons nos propres employés et aussi on propose un catalogue formation aux entreprises. Donc nous avons pris en charge 20 jeunes Ivoiriens qui se sont déplacés en Algérie, qui ont été chez nous, à Borj Bouarerich, pour suivre une formation d'1 mois et demi sur les métiers de la maintenance et de la réparation des produits électroniques et électroménagers. Et c'est ces mêmes jeunes qui ont constitué par la suite le pôle SAV ou le pôle service client par la suite. Vous savez bien, le service après-vente est devenu un argument de vente aujourd'hui. Donc ça fait la force de votre produit, d'avoir un service après-vente. Après, il y avait une autre problématique, c'est celle de la PDR, de la pièce de rechange. Et il y a quelques jours, on ne pouvait pas exporter de la pièce de rechange. Nous avons exposé ce problème à Monsieur le Président de la République à travers le CREA et nous avons eu l'accord de pouvoir exporter aujourd'hui 2% pour chaque facture exportée de produits électroménagers. Cela nous donne beaucoup de force pour argumenter, pour convaincre le client à dire nous avons des produits de qualité et on suce de la qualité. Nous offrons un service client, un service après-vente et avec le service après-vente, il y a toute la pièce de rechange qui vous permet ou qui nous permet de réparer au cas où il y a des problèmes techniques. Aussi, la fabrication ou internaliser la fabrication de ces mêmes intrants. Fabriquer le compresseur à réfrigérateur en Algérie, c'est aussi une opportunité pour nous. Donc nous couvrons les besoins du marché national et au-delà du marché national, on va exporter
ce produit vers l'Afrique, que ce soit en pièces de rechange ou s'il y a des opportunités d'industriel ou de montage. Parce qu'il y a certains qui se lancent dans l'assemblage des produits électroménagers. À titre d'exemple, la Tunisie, nous exportons les intrants aujourd'hui. On se transforme d'importateur de matières premières à exportateur d'intrants pour l'assemblage des produits électroménagers en Tunisie. Et c'est très valorisant pour notre industrie aujourd'hui. Très bien. Alors, on me dit que le temps imparti à l'émission est presque fini. Monsieur Hadkhaïl, très rapidement, comment vous ciblez justement ces marchés? Et si vous deviez conclure par rapport à ce marché africain, vous diriez quoi? Le marché africain, c'est l'avenir. C'est l'avenir, non pas de l'Algérie, mais du reste du monde. Pourquoi? Parce que vous avez de l'argent, vous avez des gens qui sont compétents, vous avez une population qui est jeune, et vous avez une base juridique, en fin de compte, qui fait qu'on peut faire du business ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les demandes, en fin de compte, la demande de ces pays-là est complémentaire par rapport à ce que propose l'Algérie, ce dont dispose l'Algérie en termes de fruits et légumes et en termes de produits agroalimentaires. Donc on est complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut remonter par exemple des fruits exotiques et on peut leur proposer des produits méditerranéens. Et donc il y a du business à se faire, il y a beaucoup d'argent à se faire par rapport à ça. Très bien, alors je vais vous faire confiance. Si vous deviez conclure, Monsieur Daas, en 2 mots. Vraiment 2 mots. En 2 mots, je dirais que oui, le marché africain est une très grande opportunité pour nous, pour tous les produits algériens et en particulier pour Condor et ses produits électroniques et électroménagers. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Qassimi. Merci à vous aussi, Monsieur Sassi, Monsieur Daas, Monsieur Hadkhaïl, d'avoir été là ce soir pour tous ces éclairages. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Rendez-vous lundi prochain. Salam.